comprendre les toponymes du marronnage, il y a donc les documents officiels. Parce que la plupart des toponymes du marronnage parviennent par les documents officiels. Mais en réalité, ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on regroupe tous ces toponymes du marronnage. Rien que sur Salazie, je crois qu'on est arrivé à quelque chose comme 35 toponymes. Rien que pour le cirque de Salazie. Et quand on regroupe les toponymes, on se rend compte qu'on a une véritable géographie du marronnage. Une géographie humaine. Une géographie aussi qui raconte la vie du marron, la vie quotidienne du marron. Parce que les toponymes, on peut les répartir en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est par exemple ceux qui se rapportent, ce sont les plus nombreux, au ravitaillement et à la vie quotidienne. Où est-ce qu'on va trouver les matériaux, par exemple, qui vont servir à construire les ajoupas ou les maisons? Où est-ce qu'on va les trouver? Alors, il y a un toponyme, par exemple, qui est caractéristique de ceci, c'est Bévouve. Bévouve, maintenant, ça s'appelle coteau des Calumets. C'est quoi les Calumets? Les Calumets, c'est donc cette variété de bambou qui servait à faire des vouves. Alors, vouve en réunionnais, c'est un nom qui vient du malgache. Vouve, ça veut dire la nasse à poisson. Très intéressant, la nasse à poisson, dans la vie du marron. Comment est-ce qu'on va chercher le poisson? Les marrons n'ont pas tellement accès à la mer à Salazie. Ce serait plutôt autour des ravines et autour des chutes d'eau. Bon, donc le vouve, on en a besoin. Et là où il y a de nombreux vouves, c'est Bévouve. Donc ce B, qui se répète comme une véritable obsession dans les noms des toponymes du marronnage à Salazie, et qui signifie en malgache nombreux, beaucoup de. Donc nous avons Bévouve, le nom est d'abord malgache, il va devenir créole. Nous avons aussi Bémal. Amal, c'est l'anguille. Vous savez, ces grosses anguilles magnifiques qu'on pêchait autrefois dans toutes les ravines des Hauts, essentiellement à Salazie. Et nous avons même deux toponymes à Salazie qui évoquent l'amal. Et vous avez bras d'amal et bémal. Donc ça devait vraiment faire partie de la nourriture quotidienne des marrons salaziens. Toujours dans le ravitaillement, il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans le ravitaillement, c'est la viande. Alors la viande, elle provenait, on va dire les protéines, provenaient aussi essentiellement des oiseaux. Et on a découvert dans cette recherche un toponyme. Alors il est très intéressant parce que ce toponyme-là est un toponyme métis, on va dire. C'est Béfouké. B, donc du malgache, nombreux, comme je le disais tout à l'heure. Et Fouké, quand on parle de Fouké à Salazie, c'est essentiellement des pétrels de Barreau. C'est qu'il y a quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on a autant souligné le pétrel de Barreau? Ne pas oublier que le papang aussi, autrefois, et d'ailleurs à Madagascar, sauf qu'il est devenu rare, se mange. Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Béfouké, c'est que le pétrel de Barreau, il niche bas. C'est un détail, mais qui est très caractéristique donc de cet intérêt des toponymes du marronnage. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de savoir que dans un tel lieu, il y a beaucoup de pétrel de Barreau, beaucoup de Fouké? Ça veut dire que, comme il niche bas, donc c'est accessible. Un papang, par exemple, pour attraper un papang, c'est autrement plus compliqué. Le papang, il niche dans les hauteurs. Alors que là, vous avez une nourriture à portée de main, une volaille à portée de main. Deuxième point qui est très intéressant, c'est que le Fouké, on le sait maintenant avec toutes les recherches qui s'est faites sur toute la Réunion, le jeune Fouké est vraiment, on va dire, enrobé de graisse. Vous comprenez donc que Béfouké est à plus d'un titre un toponyme marron révélateur du ravitaillement et aussi révélateur de ce côté pratique vraiment quotidien, comment on se débrouille pour manger. Parce qu'évidemment, la première préoccupation, c'est manger. Toujours au niveau du ravitaillement. Alors, il y a aussi une autre source de nourriture qui est vraiment intéressante, c'est le cabot. Bécabo.
Alors B, vous l'avez déjà compris, vous êtes intelligent, B donc beaucoup de cabots. Alors on va compléter cabot, bouche ronde. Mais vous ne savez peut-être pas que le cabot adulte est la forme adulte du bichique. B, ce B un peu obsessif, on va dire, qui marque donc la pluralité, la profusion, l'abondance. On s'étonne d'ailleurs, quand on imagine la vie des marrons, la vie rude des hauts, on imagine mal comment cette vie était en même temps riche, en même temps épanouie. Et peut-être que cette profusion, finalement, cette profusion aussi de nourriture, peut-être pas pendant toute l'année, peut-être pas pendant toutes les saisons, mais tout de même, en tout cas vécue comme telle, quand on voit tous ces toponymes, montre bien une dimension de la vie du marron qui n'est pas que privation. Une dimension, on va dire, d'harmonie avec la nature et peut-être aussi une dimension d'épanouissement. Et à ce propos, je voudrais évoquer un dernier nom, toujours dans cette idée de profusion, qui est très important, c'est Bémao. Bémao a une place à part. Alors, il faut imaginer Bémao à côté du Piton d'Anchin comme un de ces villages ou de ces villes. À notre échelle actuelle, ce serait un village. Peut-être que dans le monde du marron, c'était une petite ville. Le site ancien de Bémao et le Piton d'Anchin, on communique. C'est assez proche. On se voit très bien. Si on pense, et on le sait maintenant, que par exemple, les marrons communiquaient aussi avec des signes, avec des feux, et ainsi de suite, ils devaient certainement communiquer aussi à des moments, sous des modalités qu'on ne peut pas développer ici, entre Salazie et Bémao, par exemple. Et les autres villages, j'allais dire satellites, parce que Bémao était un lieu de vie. Si le Piton d'Anchin était un lieu de commandement, Bémao, c'était donc cette ville où il faisait bon vivre, où il y avait des Mao, de nombreux Mao. Ce qui m'intéresse aussi sur Bémao, c'est que le Mao, évidemment, sert à beaucoup de choses. C'est vraiment l'arbre, on va dire, multi-usage. D'abord, il y a le bois, toujours intéressant, que ce soit le bois de chauffe, construction, tout ce que vous voulez. L'écorce du Mao est une écorce souple, facile à travailler, et je suppose qu'il a dû servir pour les cases. Donc c'est là aussi où c'est intéressant, les toponymes. S'ils disent Bémao, c'est que donc à leur période, il y avait des Mao. Donc disponible. Donc le cordage, à quoi il sert le cordage? Donc à faire tous les assemblages qu'on veut, mais surtout aussi, vous savez, les corps par exemple. Il fallait bien les traîner, les porter. Peut-être que ça servait aussi à cela, à fabriquer des sortes de brancards ou de je ne sais trop quoi. Mais c'était intéressant de savoir où est-ce qu'on trouvait de nombreux Mao, où est-ce qu'on avait les stocks de Mao. Et je termine mes Mao avec une belle image. Je pense que c'est une image qu'on peut dédier aux marronnes. D'ailleurs, on parle très peu de marronnes jusqu'à présent. Mais les marronnes étaient là, elles étaient bien là. Et s'il n'y avait pas les marronnes, il n'y a pas de vie. Donc il n'y aurait pas eu de royaume marron. Il n'y aurait pas eu d'installation pérenne s'il n'y avait pas les femmes et les enfants. Donc le Mao, la fleur de Mao, est une fleur qu'on appelle immortelle aussi. C'est-à-dire qu'en séchant, les fleurs de Mao gardent leur forme et gardent une belle couleur. Alors ça donne du blanc, du rosé, ça donne aussi, ocre évidemment, toutes les nuances de ocre. Et je suppose, en tout cas ça me plaît d'en rêver, que les belles marronnes, lors des cérémonies, par exemple un mariage ou une festivité quelconque, pouvaient se parer de couronnes et de bouquets de Mao, donc qui donnent des fleurs, pratiquement 2 ou 3 fois par an, tout de même le Mao. Donc je termine sur Bémao avec cet hommage aux marronnes et à leur vie épanouie dans les hauts.